Bonjour à tous les trois. Nous sommes ravis de vous accueillir, messieurs Mercadal, monsieur Mercadal, monsieur Pijodier-Cabot, monsieur Aurelbec, pour cette séquence qui va donc être consacrée à une découverte, un décryptage du projet CIGEO. Donc c'est la troisième séquence d'information qui va être donc vécue par la conférence de citoyens. Les deux premières séquences, comme vous le savez, ont porté sur une approche plus générale des déchets nucléaires et de l'historique des processus de décision et de débat public et des concertations qui ont mené à l'état actuel du projet CIGEO. Et donc, à présent, nous rentrons avec vous dans ce décryptage du projet CIGEO qui est très attendu et qui a déjà suscité beaucoup de questions, vous l'imaginez bien, hier par les citoyens. Et donc, un grand merci à vous de vous être libérés ce matin pour venir passer cette séquence d'informations avec nous. Donc, nous allons d'abord entendre Jean-Michel Aurelbec, qui est chargé de mission pour la prospective et la stratégie à l'ANDRA, qui va présenter aux citoyens les grandes caractéristiques de ce projet CIGEO. Puis nous entendrons Gilles Pijodier-Cabot, qui est avec nous en visioconférence, qui est président de la Commission nationale d'évaluation 2. Donc, il y a une question qui a été posée d'ailleurs hier, vous pourrez peut-être y répondre sur pourquoi avoir refondé cette commission. Donc voilà, ça posait des questions aux citoyens. Vous nous direz peut-être un mot là-dessus en vous présentant. Et puis nous entendrons Georges Mercadal, qui a été à la tête de la Commission nationale du débat public il y a quelques années, et notamment qui a suivi de très près les débats publics qui portaient sur CIGEO. Il y a eu plusieurs débats publics, ça a été évoqué hier, et qui reviendra sur la question du dialogue et de la confiance sur le projet CIGEO. Donc ça sera non pas sur les caractéristiques techniques, mais plutôt sur les enjeux, on va dire, politiques et sociétaux qu'on peut avoir, d'avoir justement un dialogue de qualité sur le projet. Alors, on s'est permis juste de vous remettre ici, on aura l'occasion d'en revenir un peu, les questions qui sont restées en suspens sur CIGEO. Vous allez voir notamment sur où en est-on sur CIGEO, le coût de CIGEO. Je vous l'ai dit comme ça, je vous les glisse dans l'oreille, Jean-Michel, pour que vous les ayez en tête. Quels sont finalement les types de risques associés à CIGEO, en tout cas anticipés, et finalement les risques d'accident, et quels contrôles sont mis en place, même si on a eu hier l'autorité de sûreté nucléaire, ça vous pose quand même quelques questions sur ces formes d'anticipation. Des questions sur comment se fera le transport entre La Hague et CIGEO des colis, et justement quel type de colis. Une question sur le dimensionnement de CIGEO, comment il est calculé, est-ce qu'il sera capable d'accueillir tous les déchets nucléaires et comment finalement ça s'anticipe ce dimensionnement, même si la présentation de l'inventaire a été faite, ça pose quand même des questions sur ce dimensionnement, cette capacité. Pourquoi ce site? Alors là, je pense que M. Mercadal pourra revenir aussi sur les décisions politiques et les arbitrages qui ont conduit à ce site, à votre manière et la manière dont les débats publics l'ont éclairé. Pourquoi 500 mètres de profondeur? Une question la plus technique. Et puis, sera-t-il possible d'habiter au-dessus du stockage une fois le projet fini? Ce qui pose aussi la question de la mémoire du projet. Alors bien sûr, sentez-vous libre de répondre à ces questions ou pas, mais je vous les glisse juste dans l'oreille pour que vous les connaissiez. Et je vous propose donc qu'on démarre cette séquence, si c'est bon pour vous, donc par une intervention de M. Aurelbec d'une vingtaine de minutes. Et puis ensuite, on entendra vos deux autres interventions dans la foulée. Ça va être une séquence un peu robuste d'informations pour les citoyens. Et ensuite, on fera une pause. Pendant la pause, on vous invitera, les 17 citoyens, à commencer un peu à échanger entre vous sur les questions que vous aimeriez poser à nos trois intervenants au retour de la pause. Un grand merci. Et la parole est à vous. Merci à vous. Bonjour. Il me revient de présenter le projet de CIGEO. Alors en 15-20 minutes, c'est pas facile. Je me suis fait un petit pense-bête pour éviter de trop digresser. J'aimerais bien que les slides se présentent aussi. Ah ben merci. Voilà. Et à qui j'envoie le signal pour le passage? Alors, c'est là-bas, à Pierre qui est là-bas. Voilà, parce que ça va aller assez vite. Hein. Voilà, donc la deuxième déjà. Voilà, et j'ai pris le parti de présenter le projet chronologiquement depuis son presque démarrage jusqu'à dans un siècle. Et donc, je vais commencer par les étapes passées. Le suivant. Voilà, on retrouve donc sur cette diapo la première loi déchets de 91, qui dite loi Bataille, du nom de ce rapporteur, qui, je crois, n'a pas pu être là hier. Et cette loi, elle avait fait suite à une forte opposition sur un jeu de premier site
que le CEA avait choisi en son temps pour faire un laboratoire, des sites qui ont alors été abandonnés. Cette loi de 91, elle a introduit au moins 2 grandes nouveautés. La première, c'est de mettre le sujet de la gestion des déchets de haute activité à vie longue sur la place publique, sur la place politique, et de le faire dorénavant contrôler par le Parlement, ce qui n'était pas le cas avant, avec donc des décisions démocratiques à prendre à chaque étape. Et des étapes, depuis 1991, il y en a eu beaucoup, il va y en avoir encore beaucoup dans la suite, dans une logique très progressive qui se continuera encore à l'avenir. Et donc la première étape de décision que prévoyait cette loi en 1991, la première étape de décision était prévue en 2005. La deuxième nouveauté de cette loi, c'était d'ouvrir le champ des choix possibles. Cette loi organisait bien sûr la recherche de nouveaux sites pour des laboratoires souterrains, mais elle organisait aussi la recherche sur des voies plus ou moins alternatives au stockage géologique, des alternatives donc, qui avaient alors été confiées au CEA, alors que l'ANDRA, évidemment, était chargé du stockage géologique. À l'époque, 2 voies alternatives avaient été identifiées pour être étudiées dans le détail. D'abord, celle de la transmutation. Qu'est-ce que la transmutation? Vous prenez un atome radioactif, vous lui faites subir une nouvelle réaction nucléaire qui va le transformer en un atome que l'on espère moins radioactif, par exemple de période plus courte, donc radioactif moins longtemps. La transmutation s'effectue dans des réacteurs nucléaires qui ont été et qui continuent à être étudiés aujourd'hui en France et ailleurs. Ce qui est ressorti en 2005, c'est que l'on peut transmuter certains des atomes radioactifs contenus dans les déchets, en particulier les atomes les plus lourds, qu'on appelle les actinides, mais que c'est nettement plus compliqué, voire même impossible, de transmuter d'autres radionucléides. Et qu'au final, il restera toujours des déchets de haute activité à vie longue, même si leur nocivité aura pu être diminuée grâce à la transmutation. Puis on a aussi vu que cette technique pouvait être tout à fait adaptée pour de futurs parcs nucléaires, mais qu'elle est beaucoup plus difficilement envisageable pour traiter les déchets déjà produits et en attente. Donc l'autre voie alternative, c'était l'entreposage. L'entreposage sur la longue durée. L'entreposage, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Les déchets les plus anciens ont été produits dans les années 60. Où sont-ils aujourd'hui? Dans des installations d'entreposage. Et lorsque ces installations commencent à trop vieillir, on les retire, on en retire les déchets et on les replace dans des installations neuves. C'est ce qui se fait concrètement au CEA aujourd'hui, à Marcoule, surtout à Marcoule et aussi un peu à Cadarache. Alors on peut concevoir des bâtiments plus durables que les actuels, typiquement un siècle. Le CEA avait en son temps essayé de pousser à 3 siècles, mais il fallait de toute façon assurer une surveillance et une maintenance durant toute la vie de l'entrepôt, et au terme de cette durée de vie de l'entrepôt, il faut tout recommencer à zéro. Clairement, l'entreposage est une solution d'attente qui va se poursuivre, mais qui ne règle pas définitivement la question, et c'est ce que l'autorité de sûreté nucléaire avait conclu en 2005. Quant à l'ANDRA, à partir de 1991, nous avons cherché des sites pour construire des laboratoires souterrains, un ou des laboratoires souterrains, et nous avons été mandatés par le gouvernement pour construire le laboratoire de Bure, pour vérifier que la formation géologique qui s'y trouve, l'argile du Callevaut oxfordien, présente les caractéristiques favorables à un stockage géologique. Alors, il faut savoir qu'entre 1991 et 2005, nous avons aussi en parallèle étudié le milieu granitique. Mais comme nous n'avons pas réussi à obtenir un site de laboratoire souterrain en France pour le granit, nous nous sommes appuyés sur les laboratoires souterrains étrangers qui existent encore dans le granit. Certains existent encore, pas d'autres. Mais au final, le granit s'est avéré moins favorable que l'argile dans le contexte géologique français. Moins favorable parce que plus fracturé et donc et moins imperméable à l'eau, et donc plus susceptible de faire migrer les radionuclides vers l'environnement. Bon, si vous avez des questions, on pourra évidemment en reparler tout à l'heure. Déjà, ça revient sur des éléments qui ont été vus hier, mais c'est vraiment toujours intéressant de les entendre dit un peu autrement. Je pense qu'il y avait pas mal de questions en suspens, mais merci beaucoup. En fait, il y a des pays qui ont choisi le granit, comme les pays scandinaves. D'ailleurs, ils n'ont pas le choix, il n'y a que du granit sur leur territoire, ou presque. Mais ils ont dû compenser on va dire le manque de capacité de confinement du granit par un renforcement du colisage, du conteneur dans lequel on met les déchets. Bon. C'est pour aller assez vite. Voilà, donc le rendez-vous de 2005 s'est traduit par une nouvelle loi qui a permis d'engager la voie du stockage géologique sur le site étudié à Bure.
mais qui maintient aussi l'étude de la transmutation. La loi de 91, elle a été une toute première étape vers ce qu'on va appeler la réversibilité du processus de stockage, en ouvrant les choix possibles. Et cette réversibilité, elle va se préciser ensuite dans les étapes suivantes, et notamment par une nouvelle loi en 2016. Qu'est-ce que la réversibilité? En une phrase, c'est le fait de ne pas enfermer aujourd'hui les générations suivantes, les générations futures, dans les choix du moment, de maintenir des possibilités de choix ouvertes. Alors, on ne va pas dire jusqu'à la fin des temps, on va dire au moins sur une centaine d'années. Et maintenant, on va passer à la diapo suivante. Oui, cette diapo vous montre les nouvelles étapes qui ont eu lieu sur le stockage dans l'argile de Bure de 2006 jusqu'à aujourd'hui. On peut retenir 3 processus de ce que nous avons fait. D'abord, la sélection d'un site pour le futur stockage. Le laboratoire souterrain n'était pas destiné à devenir un stockage. Alors, la sélection d'un site pour le futur stockage s'est faite de manière très progressive, en impliquant les acteurs locaux pour bien s'insérer dans le tissu local et aussi dans l'environnement. En parallèle, nous avons beaucoup intensifié les études et recherches menées au sein du laboratoire souterrain pour prendre en compte progressivement les plus grandes échelles de dimensions possibles, plus grandes échelles que nous autorisait le laboratoire souterrain, et pour développer des techniques de stockage. Cela se continue aujourd'hui. Et puis enfin, troisième grand processus que nous avons mené, c'est de concevoir le projet CIGEO, d'abord jusqu'à fournir ce qu'on appelle des options de sûreté à l'autorité de sûreté nucléaire, qui les a instruites, qui nous a fait un retour, que nous avons intégré dans la conception. Et au final, nous avons développé l'avant-projet détaillé actuel. Donc, sans oublier le débat public qui s'est tenu sur le projet en 2013 et la nouvelle loi de 2016, ces 2 étapes ayant conduit en particulier à introduire le principe de la phase industrielle pilote. La suivante. La diapo suivante. Merci. Alors, concrètement, c'est quoi un stockage géologique? Bon, j'ai honte parce que ça va être extrêmement caricatural dans un premier temps. C'est d'abord un objet, qui est capable d'empêcher les substances radioactives contenues dans les déchets d'atteindre l'environnement. Pour cela, on place les déchets dans des conteneurs qui eux-mêmes sont placés dans des ouvrages souterrains. Et le plus important, ces ouvrages souterrains sont situés au milieu de la couche d'argile, seront réalisés au cœur de la couche d'argile. Alors tout cela a une profondeur de 500 mètres. Pourquoi 500 mètres? Parce qu'à Bure, l'argile, elle est à 500 mètres de profondeur. La réglementation nucléaire nous impose de les mettre au moins à 200 mètres de profondeur. Donc on a une marge par rapport à cette réglementation. Pourquoi 200 mètres? Et donc pourquoi de fait 500 mètres ici, à Bure? C'est pour mettre à l'abri et les ouvrages et l'argile de tout ce qui pourra se passer en surface, des phénomènes atmosphériques, de l'érosion, et même de l'homme, qui peut avoir un comportement intrusif. Une fois que l'objet est réalisé, on le ferme soigneusement, en gros en rebouchant les trous qu'on a fait dans le milieu géologique. Non seulement les ouvrages sont isolés des perturbations extérieures, mais en plus, une fois fermés, ils n'auront plus besoin d'entretien. Ils vont pouvoir isoler les déchets de l'extérieur et ils vont pouvoir confiner de manière passive les déchets radioactifs sans que les générations futures n'aient plus à s'en occuper. Alors, comme on a choisi une argile très peu perméable à l'eau, et qu'on a choisi aussi une couche qui présente des conditions géologiques très stables, en gros, la couche d'argile que nous avons ici est vieille de 160 millions d'années. Eh bien, CIGEO pourra isoler de l'extérieur les déchets et empêcher la radioactivité de sortir pendant des temps très longs. Concrètement, dans les études que nous menons, nous considérons une échelle de temps jusqu'aux millions d'années. Ça peut paraître très long, ça peut même paraître un peu fou, mais pour un géologue, 1 million d'années, c'est très peu, surtout sur un site comme ça. Évidemment, voilà toute la différence avec un entreposage. La slide suivante. Voilà, donc alors on est capable, par des études, par des calculs, de prévoir la radioactivité que CIGEO pourra quand même relâcher dans l'environnement. Tant qu'il n'est pas fermé, dans le siècle qui vient, CIGEO sera ventilé. On estime que la ventilation pourra évacuer quelques gaz radioactifs. Vous avez sur la diapo la dose radioactive que ces gaz pourraient induire sur les riverains.
0,001 millisievert par an. En fait, ça n'est pas représentatif. C'est 10 000 fois moins que la radioactivité naturelle en France. Et c'est même 1000 fois moins que la radioactivité naturelle à laquelle chacun d'entre nous est exposé parce que notre corps contient naturellement des éléments radioactifs, et principalement du potassium 40. À très long terme, c'est ce qui nous intéresse le plus. Typiquement, dans 100 000 ans, la physique fait que quelques éléments radioactifs vont pouvoir sortir de CIGEO et atteindre l'environnement. Alors, ce sera une toute petite fraction de la radioactivité contenue dans les déchets. C'est lié aux caractéristiques physiques de certains des éléments radioactifs qui s'y trouvent. Alors, nous devons d'estimer par le calcul l'exposition radiologique que cela pourra donner pour vérifier qu'elle est inférieure au seuil réglementaire qui nous est fixé par l'autorité de sûreté nucléaire. Évidemment, on ne peut pas savoir ce que seront les hommes dans 100 000 ans, même s'il y en aura encore, on ne peut pas savoir comment ils vivront. Alors on fait comme si c'est nous qui étions sur le site dans 100 000 ans, avec nos caractéristiques actuelles. Par contre, on prend en compte les phénomènes de vieillissement, l'évolution du site, et tous ces calculs sont évidemment basés sur les résultats des expériences du laboratoire souterrain. Merci, monsieur Rebec, vous êtes à mi-temps. Ben, c'est parfait. Merci. La slide. Voilà, ce slide très très court, c'est juste pour vous dire que nous ne sommes pas seuls à travailler sur le stockage géologique. Vous avez ici un panorama de la situation à l'international. 9 pays disposent déjà ou vont disposer dans un futur proche d'un laboratoire souterrain, et 2 autres sont même un peu plus avancés que nous. C'est la Suède et la Finlande. La Finlande plus avancée que la Suède aussi. Alors tous ces pays collaborent largement et échangent sur leurs résultats depuis plus de 30 ans. Depuis même avant 1991. Et tout ça permet de challenger nos résultats et de les conforter. Et j'en viens directement à la description du projet aujourd'hui. Le slide suivant et même le slide suivant. Bon, ce slide rappelle la géologie du Calvo oxfordien. Je n'ai pas trop le temps, je passe. Vous entendrez probablement beaucoup parler de géologie la semaine prochaine. Donc la suivante. Voilà. Alors cette diapo montre à quoi pourra ressembler CIGEO quand il sera fini dans plus d'un siècle. Dans plus d'un siècle, CIGEO est dimensionné pour accueillir tous les déchets qui existent déjà et tous ceux qui continueront à être produits par le parc nucléaire actuel jusqu'à la fin prévue de son exploitation. C'est assez facile d'extrapoler dans les années qui viennent la production du parc actuel sur la base de ce qu'il a déjà produit. En gros, 70% des déchets MAVL qu'on va prévu de mettre dans CIGEO et 30% des déchets de haute activité, je pense que ces mots-là sont clairs, 30% des déchets, un peu plus de 30% des déchets de haute activité que nous avons prévu de mettre dans CIGEO, ces déchets-là, ils existent déjà, ils sont déjà produits et entreposés. Alors CIGEO comprend 6 grandes composantes. Des ouvrages souterrains pour recevoir les déchets MAVL, des ouvrages souterrains pour recevoir les déchets HA de haute activité, des puits verticaux, des tunnels inclinés que nous appelons des descendries, puits verticaux et tunnels inclinés permettant de relier les ouvrages souterrains à la surface, et 2 zones industrielles en surface, l'une au débouché des puits verticaux au droit de l'installation souterraine et une au débouché des descendries à environ 5 km du débouché des puits. La slide. Voilà, alors voici une image de synthèse de la zone des puits en surface. Ces puits serviront à accéder au fond dans l'installation souterraine pour creuser de nouveaux ouvrages souterrains au fur et à mesure que de nouveaux déchets arriveront. Ils serviront aussi pour faire accéder à l'installation souterraine pour la maintenir, l'entretenir. Ils serviront aussi à ventiler l'installation souterraine pour y maintenir l'air respirable. Et tout cela tant que, évidemment, CIGEO n'est pas fermé. C'est important de retenir que les ouvrages souterrains seront creusés au fur et à mesure de l'arrivée de nouveaux déchets. Et ceci sur plus d'un siècle. Du moins, c'est le schéma qu'on a aujourd'hui. Au fond, le fond, c'est exactement le milieu de la diapositive. Ces espèces d'étendues vertes, là, c'est ce que nous appelons les verses, c'est-à-dire des tas d'argile que nous avons excavés, que nous aurons excavés au fur et à mesure des creusements. Quand on fermera CIGEO,
les puits seront rebouchés et une partie de l'argile excavée qui se trouve sur les verses sera remise en souterrain, mais une partie seulement. La diapo suivante. Alors ici, nous avons la zone au débouché des descendries. C'est ici qu'arriveront les déchets depuis les installations d'entreposage actuelles. Alors principalement La Hague, Marcoule, Cadarache et a priori le site du budget pour EDF. C'est ici que les déchets arriveront, qu'ils seront contrôlés, puis descendus dans l'installation souterraine par une descendrie. Alors vous voyez notamment, je ne sais pas si vous voyez bien d'ailleurs, parce que oui, vous voyez très bien ici en bas un embranchement ferroviaire. C'était une demande forte du débat public de 2013 sur Cigéo que de faire venir les déchets par train. Et c'est ce qui amène à prolonger le réseau actuel, le réseau SNCF actuel, jusqu'à Cigéo, en gros d'une dizaine de kilomètres, un peu plus. La slide suivante. Donc ici, vous avez une image de synthèse du système de funiculaire qui a été conçu et qui est même en cours de test au niveau d'une maquette, bien sûr, pour descendre les colis de déchets. Alors vous imaginez que cette descente va se faire très lentement pour ne pas prendre évidemment de risques. La slide suivante. La slide suivante, c'est un zoom sur un ouvrage souterrain de stockage des déchets MAVL. Alors, on appelle ça un alvéole. Alors, comme vous le voyez, ce n'est pas des grands trous où on bainerait en vrac les déchets. Mais au contraire, ce sont des ouvrages soignés, durables, qui ressemblent en dimension à des tunnels ferroviaires, des tunnels de TGV par exemple, dans lesquels les colis de déchets seront précisément agencés, et notamment pour qu'ils puissent en être retirés, si on le souhaite, avec les mêmes moyens que ceux qui auront servi à les y mettre. C'est un des volets de la réversibilité. Un point important, les opérateurs pourront accéder dans les galeries qui desservent ces alvéoles, mais qu'on ne voit pas sur l'image. Mais par contre, ils ne pourront pas entrer dans ces alvéoles à cause du rayonnement des déchets. Les manutentions ici doivent être totalement robotisées, mais on est habitué parce que c'est ce qui se fait dans beaucoup d'installations nucléaires actuelles. Slide. Il vous reste 3 minutes à peu près. Alors, un zoom sur les alvéoles de stockage de haute activité, déchets HA, beaucoup plus petits, non pas parce qu'il y a moins de volume de déchets HA, mais surtout parce que les déchets HA émettent beaucoup de chaleur, parce qu'ils sont beaucoup plus radioactifs. Il faut donc les espacer les uns des autres pour que cette chaleur se dissipe dans le milieu géologique et que la température reste dans une plage qui ne perturbe pas l'argile. Cette température, du reste, va commencer par s'élever jusqu'à 80-90 degrés au voisinage des déchets, et puis elle diminuera ensuite, d'abord sur quelques décennies, puis sur quelques siècles, avec la décroissance de la radioactivité. La slide. Donc après la suivante aussi, après toutes les étapes que nous avons passées depuis 1991, la nouvelle étape à franchir aujourd'hui, c'est de décider si le pays engage Cigéo. Pourquoi cette étape aujourd'hui? Parce que nous allons arriver au bout de ce que nous pouvons apprendre avec le laboratoire souterrain et avec toutes les connaissances acquises depuis 1991. Pour en apprendre plus, il va nous falloir nous mettre en conditions réelles, en vraie grandeur, et même en présence de radioactivité, pour alimenter en connaissances nouvelles et en expériences les décisions suivantes, car ce ne sera à nouveau qu'une étape réversible. Il y en aura d'autres ensuite, qui vont s'étaler sur au moins un siècle. Bon, si on décidait de ne pas engager Cigéo, en fait, ça reviendrait en pratique à mettre en stand-by la voie du stockage géologique et à attendre des générations suivantes qu'elles le relancent ou qu'elles aient trouvé autre chose. Après, la question se pose, est-ce que dans 30 ans ou 60 ans, nous serons capables de faire ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui? La slide suivante est presque finie. Donc, cette diapo montre le creusement de l'installation souterraine sur 120 ans, tel que nous l'imaginons aujourd'hui. Parce qu'évidemment, chaque génération décidera de fait de la suite qu'elle donnera. On voit la première phase de travaux tout en haut à gauche, qui en gros correspond à la phase industrielle pilote. Puis progressivement, si la décision en est prise, on va réaliser les ouvrages souterrains pour accueillir d'abord les déchets MAVL, et ce jusqu'aux alentours de 2085.
Et vous noterez qu'on ne réalisera les ouvrages souterrains pour les déchets de haute activité qu'à partir des années 2080, pour les accueillir progressivement jusqu'à la fin de l'exploitation de ces GEO prévue dans 120 ans. Pourquoi ce décalage pour les déchets de haute activité? Parce qu'il faut d'abord laisser leur radioactivité décroître pour que la chaleur qu'ils vont dégager quand on va les stocker devienne acceptable. Donc le processus restera très progressif, avec des étapes qui permettront de décider ou non d'aller plus loin, de s'adapter aux progrès scientifiques, de s'adapter aux évolutions possibles sur la politique nucléaire, par exemple sur la poursuite ou non du retraitement des combustibles usés. CIGEO est clairement conçu pour pouvoir s'adapter plus tard. Il est modulaire. Dans un siècle, ce ne sera pas ça, CIGEO. Ce qui nous intéresse, c'est de démarrer ce qui est tout en haut à gauche. À noter que pour les déchets achats qui sont les plus concernés par les recherches de voies alternatives, on a parlé de transmutation, et qui sont prévus ici d'arriver en 2080, il serait tout à fait possible, d'ici là, de les réorienter vers de nouvelles voies, si ces nouvelles voies parvenaient à un degré de maturité suffisante et qu'elles amènent un avantage par rapport à CIGEO. Et j'arrive à la dernière slide. Voilà, donc la phase industrielle pilote sera l'étape qui suivra la décision d'engager CIGEO. Elle permettra de statuer si l'on peut poursuivre au-delà le stockage des déchets MAVL. Et d'ailleurs, le Parlement a prévu que pour sortir de la phase industrielle pilote et aller vers une phase encore plus industrielle, j'allais dire, pour les déchets MAVL, le Parlement a prévu que ça se fasse dans le cadre d'une nouvelle loi fondée sur l'expérience acquise lors de la phase pilote. Alors, durant la phase pilote, nous avons aussi prévu de placer quelques déchets de haute activité. Ça permettra d'accroître les connaissances sur le stockage de ces déchets pour pouvoir prendre des décisions qui interviendront plus tardivement, après, disons, un demi-siècle, 50 années d'observation des alvéoles de haute activité de la phase pilote, et en particulier d'observation de leur évolution thermique. Voilà, la phase pilote servira bien à décider des suites à donner ensuite. Merci pour ce marathon, et merci beaucoup, Monsieur Relbeck. Et marathon et sprint à la fois, mais je pense qu'il y aura des questions qui viendront, voilà, peut-être préciser certains points que vous auriez évoqués et sur lesquels les citoyens désireront revenir. Merci beaucoup. Et je passe la parole, si vous voulez bien, à Monsieur Pijodier-Cabot. Donc, vous êtes président de la Commission nationale d'évaluation. Rebonjour. Et nous sommes particulièrement... on va vous remettre l'image de Monsieur Pijodier-Cabot un instant. Voilà. On est donc très content de vous accueillir à distance. Déjà, peut-être un mot sur ce qu'est cette commission, comment elle fonctionne, quel est son rôle, et comment dans le fonctionnement de la commission vous êtes amené à rendre des rapports réguliers finalement sur l'avancée du projet CIGEO, et comment peut-être la position de la Commission nationale d'évaluation a évolué ces dernières années. Je vous en prie. C'est à vous, et vous avez le droit aux 2 minutes de bonus supplémentaires aussi après vos 15 minutes, comme Monsieur Ourelbeck. Je vais partager mon écran, présenter des transparents. Est-ce que vous les voyez? Alors, pas encore. Pour l'instant, nous voyons votre écran, mais pas encore les... Voilà, super, merci. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais m'excuser. J'aurais bien aimé être... présent parmi vous, mais malheureusement, les conditions actuelles que nous connaissons tous font que je suis obligé de rester à mon domicile. Cette conversation va être enregistrée. Alors, je continue. C'est un peu bizarre, mais... Voilà, on a lancé l'enregistrement en même temps sur Zoom, et donc voilà, c'est enregistré. Voilà, oui, non, mais il n'y a aucun souci. Donc, je vais commencer effectivement par... Alors, il faut que je revienne sur cet écran. OK. Par vous présenter ce que c'est que la CNE en quelques mots. La CNE 2. Alors, CNE pour Commission nationale d'évaluation, mais c'est les 3 premiers mots du nom de la commission. En fait, c'est Commission nationale d'évaluation des études et recherches sur les matières et déchets radioactifs. Ce qui quand même permet de préciser le champ de la CNE 2. La CNE2, la première CNE, qui avait le même objet, a été créée donc par la loi Bataille en 1991 et elle a été renouvelée par la loi de 2010. C'est pour ça que nous sommes affublés du numéro 2 pour faire ce rappel historique.
comment sommes-nous organisés? Qui sommes-nous? La CNE, c'est 12 membres qui sont des experts scientifiques, qui sont des personnalités qualifiées, dont la nomination est proposée. Monsieur Pichaudier-Cabot, je me permets de vous interrompre. Monsieur Pichaudier? Oui, en fait, on est en train d'essayer de monter le son parce que le son est un tout petit peu faible pour l'instant. En attendant qu'on trouve une solution technique, est-ce que je peux vous demander, désolé, mais de parler un tout petit peu plus fort en attendant qu'on trouve une meilleure solution? Je vais essayer de crier. Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? C'est déjà un peu mieux et on va trouver une autre solution. C'est déjà un peu mieux. Donc, je vais essayer de maintenir ce niveau-là de volume sonore. Donc, la CNE, c'est 12 membres scientifiques, pour moitié nommés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, c'est-à-dire le Parlement, et le Sénat et l'Assemblée nationale, et 6 membres qui sont nommés par l'Académie des sciences et par l'Académie des sciences morales et politiques. Nous sommes tous bénévoles dans cette activité, et nous pouvons être assistés d'un certain nombre d'experts lorsque les sujets requièrent des expertises que nous n'avons pas. Nous sommes placés sous l'autorité du Parlement et nous rapportons donc chaque année au Parlement sous la forme d'un rapport. Et ce rapport, par construction, il doit être accessible aux non-spécialistes. Ce qui veut dire que c'est ce que nous avons l'habitude de dire, que notre rapport doit être lu et compris par le notaire de province, si tant est que le notaire de province puisse être qualifié de non spécialiste. Mais ce qui est important, c'est que nos avis doivent être compréhensibles le plus largement possible. Nos avis sont aussi disponibles, nos rapports sont aussi disponibles sur le site de la CNE. Vous avez le site qui est donné, qui est indiqué, et nous essayons de travailler dans la transparence la plus complète. Un point important dans la composition de la CNE, c'est que la loi de 2006, donc qui a créé la CNE2, nous demande 2 choses. La première chose, en plus de l'évaluation des études et recherches, elle nous demande de faire un panorama international chaque année des meilleures pratiques. Et au sein de la commission 3 experts étrangers. Aujourd'hui, nous avons un expert qui est espagnol, un expert qui est belge et une experte qui est suédoise. Ça renvoie effectivement aux pays qui ont aux pays européens en particulier, et francophones, puisque il faut que ces experts puissent comprendre toute la finesse des débats en langue française. Ça renvoie effectivement à des pays, s'agissant de la Belgique et s'agissant de la Suède en particulier, qui ont une histoire du développement du nucléaire assez importante. Le deuxième élément, c'est que de par la loi, nous sommes tenus de présenter notre rapport chaque année au CLIS de Bure. Et c'est ce que nous faisons donc chaque année au mois d'octobre. En tout, la CNE a produit, la première CNE a produit 11 rapports, la deuxième CNE a produit aujourd'hui 14 rapports. Nous sommes en train de préparer le 15e qui devrait sortir normalement au mois de juillet. Et sur saisine de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, nous avons produit aussi une dizaine de notes qui correspondaient effectivement à des questionnements qui étaient posés, on dirait plus précis, en dehors du travail régulier et du travail quotidien de la CNE. Alors, que faisons-nous? Nous évaluons les études et recherches menées sur les matières et les déchets radioactifs. Je ne sais pas, ça vaut peut-être le coup de passer 30 secondes sur le mot matière et sur le mot déchet, parce que ça peut être important dans la vie d'un ouvrage de stockage. Quand on parle de matière, on parle d'un élément que l'on est susceptible de réutiliser par la suite. Une matière va devenir déchet lorsque il n'y a plus de moyens, ou il n'y a pas de moyens à notre connaissance de la valoriser. Notre travail est aussi d'identifier les points les plus sensibles concernant la gestion des matières et déchets radioactifs, et en ayant fait un panorama des avancées scientifiques, donc éventuellement dire que sur certains sujets, il est important de mener des recherches. Et par là, nous pouvons aussi éclairer sur les besoins en études et en recherche induits par la stratégie nationale sur l'énergie nucléaire, et en particulier à l'heure actuelle par la politique pluriannuelle sur l'énergie.
qu'on appelle, qui porte le doux petit nom de PPE. Nous devons, et c'est important, c'est un peu ce que je disais auparavant, présenter de façon pédagogique nos conclusions et nos recommandations en direction d'un public le plus large possible, et j'espère que je vais réussir dans cette tâche par la suite. Donc voilà un peu le rôle de la CNE 1 et de la CNE 2 aujourd'hui. Les membres de la CNE ont des mandats, sont nommés pour 6 ans. La commission est renouvelée pour moitié tous les 3 ans, ce qui permet d'avoir une certaine continuité dans le travail qui est effectué. Nous sommes hébergés, mais ce n'est qu'un hébergement parce que nous sommes une entité indépendante au ministère de la Transition énergétique et solidaire. Et nous avons un appui, bien entendu, technique modeste, mais utile pour pouvoir mener nos travaux. Nous procédons pour élaborer nos avis par des auditions qui se tiennent 2 jours par mois, auditions au cours desquelles nous entendons ce que l'on appelle les acteurs de la loi, c'est-à-dire les organismes qui sont impliqués dans les études et recherches sur les matières et déchets radioactifs, l'ANDRA, le CEA, Orano, EDF, le CNRS en particulier. Alors, merci maintenant, beaucoup. S'agissant du projet CIGEO. Voilà. Oui, alors le projet CIGEO, c'était comme je sais que vous ne voyez pas, voilà, je vous relançais. Alors le projet CIGEO. S'agissant du projet CIGEO, je pense que c'est effectivement utile que chacun ait l'occasion de donner un éclairage historique, et puis chacun donnera un éclairage historique un peu différent. Et puis après ça, les participants se forgeront effectivement leur propre chemin dans ce dédale historique, on va dire. Les premières réflexions systématiques sur le sujet du stockage des déchets radioactifs, c'est l'Académie des sciences des États-Unis, en 1957, qui les a conduites. Mais plus près de nous, pourquoi un stockage géologique? Pourquoi un stockage et pourquoi pas un entreposage? On peut remonter à la déclaration de Rio en 1992 avec la prise en compte d'enjeux en matière de santé, de protection, d'environnement et d'éthique. Alors, tout ça, finalement, ça revient à considérer 2 éléments assez fondamentaux. Le premier élément fondamental, c'est qu'il nous appartient, nous, à notre il appartient à la génération qui a bénéficié de l'énergie nucléaire de disposer et donc de faire ce qu'il faut pour que les déchets qui en sont issus soient correctement traités et soient correctement stockés et mis à l'abri. Ça, c'est le souci des générations futures. Le deuxième point qui est important, c'est le principe de précaution. Alors, le principe de précaution, il est souvent entendu et compris en disant « Oh mon Dieu, on ne sait pas, donc on va s'arrêter, on ne va rien faire ». En fait, le principe de précaution, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas un principe d'inaction, mais c'est un principe d'action. Le principe de précaution nous impose de faire quelque chose dès lors que l'on sait comment le faire. Et nous impose de prendre les précautions, c'est pour ça que ça s'appelle principe de précaution, nécessaires pour pouvoir isoler aujourd'hui les déchets radioactifs. Après ça, il y a le principe du pollueur-payeur, tous ces éléments qui sont posés aujourd'hui dans le paysage et que beaucoup de gens connaissent. Bien entendu, il appartient à celui qui a produit les déchets de payer et de mettre en face les moyens qui permettent d'en disposer et de les stocker. C'est le premier point de la déclaration de Rio. Le deuxième point de la déclaration de Rio, c'est que là, on parle effectivement de déchets qu'il va falloir, d'ouvrages, le projet CIGEO, ça a été dit, 1 million d'années. Alors, si l'on considère la stabilité de nos sociétés, chacun sait que la République française, dans son format actuel, 1958, mais on pourrait remonter en gros à la Révolution française, c'est 300 ans. On met en face 300 ans à 1 million d'années, et finalement, on se dit qu'il vaut mieux faire confiance à la nature pour disposer de ces déchets plutôt qu'aux sociétés. Et ça, c'est une considération qui, de fait, induit de fait, va écarter la notion d'entreposage. Peut-être, Monsieur Pijodier, juste pour vous dire qu'il vous reste à peu près 5 minutes pour cette première intervention. La notion, je vais accélérer. La notion d'entreposage, l'entreposage, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller.
Alors ensuite, progresse un certain nombre, ensuite la réflexion a progressé. Je ne vais pas revenir sur le 2006, qui aujourd'hui est transposé dans le Code de l'environnement. Après anthroposage des déchets radioactifs ultimes ne pouvant, pour des raisons de sûreté nucléaire ou de radioprotection, être stockés en surface, seront stockés en couche géologique profonde. Et vient la loi sur la réversibilité qui a été évoquée. Un petit mot sur la réversibilité. Elle est souvent comprise comme je vais pouvoir récupérer les déchets en profondeur. En fait, la réversibilité, ce n'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça. C'est effectivement le fait de pouvoir prendre des décisions nouvelles et faire autrement par rapport à ce que l'on avait prévu. Les sites. En 1991, 3 sites ont été considérés. Un site dans le granit de la Vienne, 2 sites dans l'argillite, dont un dans l'argillite de Meuse-Haute-Marne. C'est aujourd'hui le projet CIGEO. Je crois qu'il est nécessaire de se souvenir qu'effectivement, il y a eu énormément de travaux de reconnaissance géologique autour de ces sites. Ça a été un travail de plus de 25 ans qui a fait que, d'une part, et ça a été dit, les granites sont trop fissurés et donc ne sont pas assez étanches, et d'autre part, le site de l'argillite du Gard était dans un contexte sismique qui ne permettait pas d'inscrire un stockage dans la durée. C'était pas suffisamment stable. C'est pour ça que la CNE a fait le constat finalement que sur les 3 sites, il n'en restait qu'un qui correspondait au cahier des charges, qui est le site de Meuse-Haute-Marne. Et c'est un bilan qui a été effectué et évalué par la CNE en 2005 et 2006 et qui a donné lieu à la loi de 2006 et à la loi de 2016, aux lois de 2006 et 2016 qui, elles, indiquent que le stockage géologique est en Meuse-Haute-Marne. Quelques éléments sur quelques avis et acquis sur ce site. Tout d'abord, la Commission nationale d'évaluation dit depuis presque 4 ou 5 ans maintenant que la connaissance scientifique acquise aujourd'hui est robuste. En d'autres termes, la connaissance est même très complète et elles permettent aujourd'hui de s'engager dans la construction ou au moins dans le dépôt de ce qu'on appelle la DAC, la demande d'autorisation de construction, qui est l'acte administratif qui donne naissance au stockage. Ce n'est pas l'acte administratif d'ailleurs qui va permettre d'autoriser de descendre des déchets, mais il donne naissance au stockage, il va permettre de commencer à le construire. Ce socle de connaissances est vaste et il nécessitait effectivement, pour être compréhensible, une synthèse, une analyse critique. Ce sont des éléments qui aujourd'hui, et la Commission le dit depuis maintenant 2 ans, ce sont des éléments aujourd'hui qui sont bien organisés, la synthèse est bien faite, l'analyse critique est très bien menée, et donc on en sait assez aujourd'hui, c'est pour ça que la Commission dit que l'on en sait assez aujourd'hui pour pouvoir effectuer le dépôt de la demande d'autorisation de construction. Alors là, il y a un élément et une chose dont il est important de se souvenir. Je vais faire 2 parallèles. Le premier parallèle, c'est les Romains ont construit des ponts. Et certains, comme le pont du Gard, existent toujours aujourd'hui. Pour autant, ils n'en savaient pas autant que ce que nous en savons aujourd'hui. Plus près de nous, puisque vous êtes à Paris, Gustave Eiffel, la construction de la Tour Eiffel, ça date à peu près de 120 ans. Tiens, c'est à peu près la durée du chantier de CIGEO. Les connaissances n'étaient pas les mêmes que les connaissances que nous avons aujourd'hui. Et pourtant, techniquement, il a été possible de construire la Tour Eiffel, elle ne s'est pas encore effondrée. Ce qui veut dire qu'il faut distinguer le corpus de connaissances que l'ingénieur va utiliser pour concevoir et le corpus de connaissances que le scientifique va utiliser pour dire on peut commencer à concevoir. Le scientifique va demander à en savoir plus et l'ingénieur va utiliser une partie de cette connaissance pour concevoir un ouvrage et pas toute la connaissance. Ce qui veut dire que ce que nous recommandons, et c'est pour ça qu'on le recommande, c'est de poursuivre la R&D parce qu'on ne sait pas tout, mais on en sait suffisamment pour construire. Un peu comme Gustave Eiffel ne savait pas tout, ne connaissait pas, les travaux sur la rupture des matériaux étaient vraiment quasiment inexistants au début du XXe siècle, et pourtant, on a construit la Tour Eiffel. Deuxième et dernier élément,
regard que nous portons sur le projet CIGEO, c'est un regard sur la gouvernance et la configuration. C'est un chantier qui va durer 120 ans au minimum. Et donc, c'est un chantier dont il faut, qui est très particulier. Il n'existe pas d'équivalent aujourd'hui dans le monde et dans le domaine du génie civil et des travaux souterrains. Et il faut bien organiser ce chantier avec, en particulier, des étages décisionnels qui sont des étages décisionnels adaptés au type de décision qu'on va prendre. Et c'est le pilotage opérationnel. CIGEO, là encore, il faut commencer. La question, c'est la réponse à la question qu'est-ce qu'on va y mettre? C'est la configuration de référence, c'est un inventaire de référence. On vous a parlé de l'inventaire de référence. Il est certain que le stockage dans 120 ans ne sera pas celui qu'on vous a montré aujourd'hui, mais il faut bien quand même disposer des déchets. Et ça nous appartient. Monsieur Pichaudy-Cabot, je me permets une question. Parce qu'on en avait un petit peu discuté quand on s'était au téléphone. Vous l'avez d'ailleurs redit là, depuis 2 ans, la CNE, dans ses rapports, indique que pour vous, le projet a atteint un niveau de maturité qui permet d'aller vers un dépôt de la DAC. Pour autant, est-ce que vous nous racontez un peu les débats qui ont eu lieu et quels ont été les débats au sein de la CNE qui ont conduit à ces décisions? Qu'est-ce qui a fait évoluer aussi? Voilà, pour qu'on ait un peu une idée des points sur lesquels s'est attachée la Commission nationale d'évaluation pour décider ça. Voilà. Si je vous laisse encore 2-3 minutes là-dessus, histoire qu'on ait une vision plus explicite. D'accord. Alors, comme je vous le disais, la CNE travaille en auditionnant les acteurs de la loi, et donc nous avons l'occasion, nous auditionnons l'ANDRA et les chercheurs qui travaillent sur le projet CIGEO tous les mois. Sur des sujets bien précis, il y a des sujets qui ont trait aux capacités de confinement du Calovo oxfordien, c'est-à-dire est-ce que la roche dans laquelle le stockage va être construite, creusée, est suffisamment étanche? Quels vont être les modèles, quels sont les modèles qui permettent de regarder comment éventuellement des radionucléides vont progresser, vont diffuser, vont passer au travers, entre guillemets, de cette roche. Donc, on aborde un certain nombre de sujets techniques liés à la conception des alvéoles que vous avez vus. Et à partir de là, nous en produisons ce qu'on appelle effectivement des avis d'experts, puisque les personnes qui sont dans la commission sont des scientifiques qui travaillent sur ces sujets-là et qui connaissent ce qu'on appelle l'état de l'art sur ces sujets-là, c'est-à-dire qui ont une idée assez précise de la connaissance scientifique autour de ces sujets liés à la diffusion des radionucléides, liés à la résistance du béton, liés à la corrosion des conteneurs. Bref, on pourrait en citer d'autres. Une fois que ces présentations sont faites, il y a un débat interne au sein de la CNE et l'écriture de notre rapport, mais ce débat interne, c'est toujours un débat unanime. Il n'y a pas au sein de la commission de personnes qui, in fine, ne seront pas convaincus par des conclusions de notre commission. Ça a pu arriver quelquefois, en particulier au cours de la CNE1, et c'était toujours mentionné dans nos avis. Il était toujours mentionné dans nos avis que tel ou tel membre, ou qu'un certain nombre de membres de la commission n'étaient pas complètement d'accord avec ce qui était marqué. Donc c'est un avis unanime qui est, sauf mention particulière, c'est un avis unanime qui est produit, et qui est produit à partir donc, des éléments qui nous sont fournis, en l'occurrence essentiellement par l'ANDRA et des universitaires et des chercheurs qui travaillent sur ces sujets, et qui est confronté à la connaissance que nous en avons en tant qu'experts. Voilà. Merci de ces éléments complémentaires. Tout à l'heure, les citoyens vous poseront sans doute d'autres questions sur ce sujet-là. Un grand merci. Georges Mercadal, la parole est à présent à vous. Et voilà, vous allez pouvoir revenir en nous présentant le rôle très spécifique à la fois d'artisan du débat public et d'observateur au long cours de l'évolution du débat sur CIGEO, nous faire part de vos réflexions en la matière. Merci beaucoup. Merci, bonjour mesdames et messieurs. Comme cela vient d'être dit, mon titre
principal pour vous parler aujourd'hui, ça a été de présider, d'organiser le débat public de 2005-2006 sur ce qui s'appelait à l'époque, non pas CIGEO, le nom n'existait pas, mais les orientations de gestion des déchets à haute activité et à vie longue. On était donc à un stade très amont par rapport aux choses. Néanmoins, pour vous donner une idée tout de suite de l'échelle de temps sur laquelle ce projet se déroule, quand le débat a démarré en 2005, l'idée de l'administration et de l'ANDRA de l'époque était que le débat se concluait sur la déclaration d'autoriser la construction ce qu'on appelait à l'époque le stockage en profondeur et pas encore CIGEO. Je vais donc vous présenter, moi, un point de vue qui sera assez différent de ceux que vous venez d'entendre, et qui est plutôt celui de quelqu'un qui a été à l'écoute des réactions que j'ai entendues, d'abord en 2005-2006, et puis après, depuis 2005-2006, vous le verrez, jusqu'à aujourd'hui, de la part, d'une part, des populations locales, et d'autre part, des associations qui sont à peu près toutes antinucléaires et des experts d'opposition à ce projet. Je gauchirai même un petit peu mon propos, puisque Bernard Laponge devait être là, et en quelque sorte, je ne serai pas du tout son interprète, tant s'en faut, mais enfin, je gauchirai un peu mon propos. Et une manière de le faire, c'est déjà de vous donner un titre. CIGEO, un conflit à vie longue. C'est le titre d'un article qu'a écrit Philippe Subra, qui est un professeur de géographie et qui, je crois, convient très bien à l'histoire de cette chose-là. C'est aujourd'hui un conflit et pas seulement un travail scientifique pour arriver à un projet. Que peut-on dire de cette histoire en regardant à travers la lunette de la participation? Je crois qu'on peut y voir deux cycles et j'en tirerai une leçon qui m'est tout à fait personnelle. Le premier cycle, c'est 1980-2006 et je pense qu'on peut dire une demande de temps et d'alternative. Et à la fin, en 2006, désespoir, déçu. Et vous avez là la courbe d'évolution de l'opinion des gens dont j'ai écouté l'opinion. Échec de la recherche des sites, je ne reviens pas. Mission bataille, je ne reviens pas. Loi de 91, je ne reviens pas, vous en avez parlé. 15 ans de recherche, le débat public de 2005-2006. Qu'est-ce que répondent les gens? Je crois que ce débat de la vie de tout le monde s'est déroulé dans d'excellentes conditions. Ce n'était pas tout à fait joué à l'avance. Les gens disent, un, on n'est pas pressé. Deux, il y a peut-être une stratégie qui conduirait à la confiance, c'est d'étudier une alternative en temps masqué. Vous allez m'entendre répéter plusieurs fois ce temps masqué. La loi de 2006 refuse toute idée d'étude d'alternative, fût-ce en temps masqué. Et elle instaure effectivement un site, et pas deux, comme tout le monde s'y attendait, et le stockage réversible. Vous voyez, la déception ne tient pas au contenu des choses, elle tient au fait, c'est mon interprétation, que les gens n'ont rien à quoi comparer ce qui leur est proposé. Ils voient bien toute l'énergie qu'on dépense pour acquérir une conviction interne au sujet, mais ils ne voient pas
une manière d'opposer ce projet à quelque chose d'autre. Et donc la question vient, est-ce qu'on a vraiment tout fait pour faire autrement? Deuxième période, 2013-2018, la réversibilité du stockage n'a pas l'air de convaincre. Celle qui est proposée, que vous a décrite Landra très bien tout à l'heure. D'abord, il y a en 2013 un non-débat public qui n'arrive pas à se tenir tellement l'opposition est forte, les gens ne veulent pas venir, enfin bref, je ne vais pas détailler cela. Et ce que j'entends, moi, non pas en 2013, mais en 2018, quand je suis invité par les associations opposées au projet Cigéo à Bar-le-Duc, c'est que la réversibilité a ajouté aux peurs de long terme qui s'étaient décelées en 2005-2006, on ne parlait que de la remontée des radioéléments. Je fais ce geste parce que tout le monde avait ça en tête. Et vous avez posé la question, je crois, peut-on habiter sûr? Quelqu'un avait dit, mais moi qui cultive du blé, qui va m'acheter mon blé quand on saura que mon blé pousse sur un truc qui va dégager des radioéléments? Donc, ce que je constate en 2018, c'est que la réversibilité, bon, je vais le dire avec les mots que j'ai entendus, ajoute plus de problèmes qu'elle n'en résout. Encore une fois, c'est une perception que j'ai ressentie, exprimée assez clairement, et avec des mots beaucoup plus durs que ceux que je suis en train de vous dire. Néanmoins, le débat ayant échoué, on fait une conférence de citoyens. C'est beaucoup plus calme, c'est mieux organisé. Le débat public, c'est un peu le bazar. Donc, on est plus tranquille. Il en sort une loi de 2016 qui instaure une phase industrielle pilote. Comment c'est reçu? Eh bien, là-dessus... il y a une question de gendarmes qui se mettent en place, des échauffourées, des contrôles qui ne plaisent pas à la population. Quand je suis invité en juin 2018, l'ambiance est celle de préparer, l'ambiance locale, il ne s'agit pas de Landra, l'ambiance locale est celle de préparer un nouveau Notre-Dame-des-Landes. J'imagine que vous avez un peu suivi Notre-Dame-des-Landes. Et mon impression est qu'on atteint une espèce de paroxysme d'opposition. On est vraiment dans un conflit. On a mis dans votre bibliothèque le papier que j'ai écrit à cette époque-là, après ça. Et je dois vous le dire, impressionné un peu par cette ambiance et qui vous raconte un petit peu les conclusions que j'en ai tirées. La leçon que j'en ai tirée, et je termine par là, de cette première phase de mon propos, qui est de vous décrire l'historique tel que je l'interprète, c'est que vraiment le conflit porte sur la confiance. Et la confiance elle-même, je vous livre ce que je dis depuis maintenant 2 ou 3 ans, elle porte sur donner du temps au temps, pour reprendre une expression bien connue, et deuxièmement, étudier une ou des alternatives. Le président d'EDF, au comité de l'énergie atomique, qui était une réunion au niveau ministériel, à laquelle on m'a demandé de rendre compte du débat de 2005, qui s'appelait Pierre Gadonex à l'époque, a dit... Mesdames et messieurs les ministres, ou mesdames et messieurs les ministres, je ne me souviens plus, dans toutes les réunions internationales où je vais, on admire la confiance que la population française accorde aux institutions qui gèrent le nucléaire. C'est le capital le plus précieux que nous ayons. S'il faut, pour garder cette confiance, faire des études
qu'a proposé le débat de 2006, même si nous n'y croyons pas, faisons-les. Je crois que cette déclaration résume, à mon avis, à peu près toute l'histoire de ce conflit. Quelle est la situation aujourd'hui telle que je la sens et telle que je vois, pour ma part, votre position? Un nouveau cycle a été ouvert par la Commission nationale du débat public en 2019 au sein du débat sur le plan national de gestion des déchets et matières radioactives. On vous a fait la distinction tout à l'heure entre les deux choses. Car, contrairement au débat de 2013, la Commission nationale du débat public a accepté que l'on discute d'alternatives. Elle n'a pas considéré que la loi de 2006 et la loi de 2016 avaient fermé le sujet de l'opportunité, qu'on pouvait toujours discuter d'alternatives. Là, vraiment, il a pu se tenir une réunion publique à Bar-le-Duc sur ce sujet, alors qu'en 2013, la position inverse, à savoir, il y a une loi, c'est fini, on ne discute plus de l'opportunité, avait déclenché les réactions violentes que je vous ai indiquées tout à l'heure. On peut donc vraiment parler d'ouverture. Cette ouverture venait après plusieurs débats qui ont eu lieu, suscités par des associations locales, dans laquelle notamment Bernard Laponche avait était intervenu sur l'idée de la transmutation. Il y a un élément nouveau, c'est le laser. Et j'ai constaté, en passant après lui, quelques semaines après lui, combien cette idée-là avait ouvert d'espoir chez les gens localement. Mais on en est là, une ouverture, qu'est-ce qu'on en fait ? Normalement, la Commission nationale du débat public fait, après tout débat public, une concertation pour essayer de trouver des convergences entre opposants et défenseurs d'un projet. Il n'y a pas eu, à ma connaissance tout au moins, de concertation spécifique, à nouveau, sous l'égide de la CNDP, suivant cette ouverture de Bar-le-Duc. Vous êtes là. Est-ce que c'est vous qui devez assumer la suite de ce processus? Il me semble que l'ANDRA, en vous posant la question de savoir comment il peut conduire cette phase pilote dans une certaine confiance avec les interlocuteurs qui se sont créés tout au long de ce conflit, en vous posant cette question, il me semble que l'ANDRA vous met en position de pouvoir intervenir sur alors, qu'est-ce qu'on fait après cette ouverture? Pour ma part, et là j'entre dans des propos complètement personnels, pour ma part, compte tenu du diagnostic que je vous ai dit, acquérir cette confiance, c'est se donner du temps et faire des études de faisabilité d'alternatives. Se donner du temps, en reprenant l'idée qui avait été émise en 2006 de temps masqué. Il ne s'agit pas, à mon avis, d'arrêter, ni même de ralentir en quoi que ce soit CIGEO. Il est nécessaire, en tout état de cause, d'avoir cette solution. Par contre, le calendrier qu'a diffusé l'ANDRA, et ce qui a été dit tout à l'heure, montre bien que dans ce sujet-là, il y a désormais une échelle que j'appellerais séculaire et une échelle millénaire. L'échelle millénaire, il y a des objets, le truc a été fermé, y aura-t-il des choses qui remonteront ou non? L'échelle séculaire, si c'est CIGEO, il y a eu un trou, il y a une mine qui a été creusée, mais ça reste ouvert, on gère, il y a de la réversibilité, on essaye de démontrer qu'on est capable de retirer le machin. Voilà. Il y a donc, pendant cette échelle séculaire, où rien n'est encore définitivement fermé, le temps
d'étudier autre chose. Mais bien avant, il y a la phase pilote, dont dans son calendrier, l'ANDRA nous dit qu'elle se termine vers 2050. 2050, 2060, dans le nucléaire, les décennies s'ajoutent assez facilement au calendrier. Donc, il y a une possibilité de temps masqué pour étudier autre chose, à la condition, bien entendu, que le caractère pilote de la phase soit sincère. Je ne commande pas, mais vous ressentez ça. Les opposants, bien entendu, doutent complètement de cette sincérité. Il faut la leur prouver. Comment ? Je pense qu'il y a là un travail qui devrait être réalisé. Il ne peut être réalisé qu'entre experts, parce qu'il faut bien connaître le déroulement de la phase pilote pour essayer de voir quels sont les points de rencontre, les points de rendez-vous qui permettront de s'assurer que le caractère pilote de cette phase, c'est-à-dire la possibilité de l'arrêter et de faire autre chose, comme tout à l'heure l'ANDRA l'a dit très justement, mais l'ANDRA en est convaincu, il faut maintenant que l'ensemble des gens soient convaincus que l'ANDRA est sincère. Donc il y a un travail de mise sur la table de ce calendrier et de ses détails pour qu'on arrive effectivement à s'entendre sur ce temps masqué. Il vous reste une ou deux minutes. Si voilà, je termine. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut se donner du temps, ok, le temps masqué, le définir, mais il faut deuxièmement avoir des alternatives à étudier. Alors il y en a une, c'est la transmutation, 91, et est-ce que le laser apporte quelque chose de neuf? Je suis incapable de vous dire quoi que ce soit sur le contenu de cette chose-là. Par contre, j'ai testé moi-même, au cours de réunions à Bar-le-Duc, ça ouvre un espoir qu'à mon avis, des responsables gouvernementaux ne peuvent pas fermer comme ça. Surtout parce qu'on a la possibilité d'un temps masqué. Donc, étudions la faisabilité. Je n'ai pas dit étudions la chose, étudions la faisabilité. On a à peu près 30 ans devant soi pour le faire. Et puis moi, j'ajoute une autre solution. Je suis à peu près convaincu personnellement qu'il y aura toujours besoin de mettre quelque chose dans l'argile de Bure. Mais quoi? On vous a dit tout à l'heure, les Suédois, parce qu'ils mettent dans le granit, misent beaucoup plus sur le colli. Eh bien, moi, je trouve qu'on a 30 ans pour essayer d'étudier une solution hybride. Le mot hybride est à souligner de 3 traits. Par laquelle on essaye d'améliorer le colis. Je vous dirai, si ça vous intéresse, des choses qui ont été dites en 2006 là-dessus, c'est possible, et qui permettent de ne plus avoir de peur de court terme, car la réversibilité serait assurée par un entreposage de longue durée, 200 ans, 300 ans. On descendrait des colis froids et il y a déjà donc un risque en moins. Et si la recherche le permet, on descendrait des colis qui seraient peut-être encore améliorés pour retarder le moment où l'argile est sollicitée. Et ceci, à mon avis, enlèverait énormément de peur. Qui peut faire ça? C'est manifestement des experts qui, en toute sincérité, se retrouveraient autour d'une table et proposeraient, des rendez-vous qui permettent d'assurer la sincérité du temps masqué, la réversibilité de la décision, et 2, la définition des 2 alternatives à étudier, ou d'une troisième si il y en avait d'autres. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Mercadal. Merci à tous les 3, des interventions riches, complémentaires, et je pense qu'ils vont susciter beaucoup de réactions. Et également de débats entre vous, parce que je pense que ça vous donne aussi envie de réagir. Je vous propose de prendre un quart d'heure de pause. Pendant la pause, bien sûr, on se détend, on boit un verre, mais aussi commencer à échanger entre vous peut-être sur des questions que ces 3 interventions viennent faire germer dans vos esprits. On se retrouve dans un quart d'heure et je crois qu'on peut remercier nos 3 intervenants avant d'aller boire un café.